Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aborder aujourd'hui avec vous un sujet absolument fondamental, capital, qui n'est pas si bien compris que ça par beaucoup de nos adhérents, sympathisants, militants et a fortiori par beaucoup de Français et d'électeurs. Je voudrais aborder avec vous le scandale absolu que représente le blacklisting, la censure totale dont est victime l'UPR. Parce qu'on a beau le dire, on a beau le faire, il y a des gens, ils le savent, ils ne le croient pas. Je revois souvent des personnes qui nous écrivent, qui nous disent qu'il faudrait améliorer tel point, tel point et tel point. Non pas, bien sûr, que rien ne soit à améliorer, mais fondamentalement, le problème, il n'est pas là. Le problème est que nous faisons l'objet d'une censure absolue qui est absolument illégale et inconstitutionnelle. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons les moyens de le prouver, de vous le prouver. On va le prouver maintenant sur le web et devant toute l'opinion publique française et si possible internationale. Je reçois ce jour Gérard Garnier. Bonjour Gérard. Bonjour Monsieur Asselineau. Alors Gérard Garnier, vous êtes adhérent à l'UPR. Décrivez-vous un petit peu en quelques lignes qui vous êtes. Bien, je suis ingénieur de formation. J'ai une longue carrière qui a commencé dans le textile, puis beaucoup dans l'informatique. Et j'ai terminé en faisant de l'aviation à la fois une partie humanitaire et puis ensuite une partie dans des compagnies privées. Et ensuite, j'ai été aussi très brièvement professeur de mathématiques. Voilà, donc vous avez une carrière avec plusieurs changements d'orientation, si l'on peut dire, une carrière très complète. On voit en tout cas que vous êtes quelqu'un qui avait les pieds sur terre, même si vous avez piloté des avions, il faut quand même être sacrément réaliste. Vous avez été en informatique, vous êtes prof de mathématiques, donc vous ne vous laissez pas berner par des vaines paroles. Vous êtes, si je veux le présenter aujourd'hui, c'est parce que Gérard Garnier est devenu un de mes proches et je lui ai demandé il y a à peu près un mois et demi, oui. Voilà, de prendre en main le démarchage des médias. Pourquoi ça ? Parce que depuis que l'UPR existe, on a épuisé à la tâche de nombreuses personnes qui étaient soit dans le monde des médias, on a eu un rédacteur en chef adjoint des Échos qui nous avait donné un coup de main, on avait eu un élève journaliste, on avait eu une attachée de presse, on avait eu des personnalités diverses et variées, et puis tout le monde s'est un peu cassé les dents, et comme vous êtes quelqu'un de très sobre, de poli, qui est calme, mais d'assez, comment dirais-je, obstiné aussi. On a essayé avec vous, et vous allez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Auparavant, vous avez été dans un parti politique Il y a très longtemps, il y a presque 40 ans, j'ai été quelque temps au RPR, oui. Du temps de Chirac débutant. Oui. Et puis ensuite, pendant très longtemps, je n'ai plus milité. Je me suis toujours intéressé à la politique, mais je n'ai plus milité pendant très longtemps. Et j'ai rejoint l'UPR après avoir suivi pendant plusieurs années votre parcours. Et j'ai rejoint l'UPR donc il y a 1 an et demi. D'accord. Alors, donc je vous ai demandé de démarcher les journalistes et tous les médias, les grands médias mainstream, pour essayer que nous passions. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, alors vous l'avez préparé, j'ai regardé ça, vous avez fait ça de façon formidable, comme j'aime beaucoup, c'est un peu comme à l'inspection générale des finances, c'est de façon très factuelle. Donc vous allez nous dire tout ce que vous avez fait et qui vous avez contacté. Alors je vais parler principalement de la presse audiovisuelle, puisque par ailleurs, et par comparaison, la presse écrite, notamment le groupe EBRA qui intervient dans l'Est, Bourgogne et Rhône-Alpes. C'est la presse quotidienne régionale. La presse quotidienne régionale. Ils ont nommé un chef de projet qui s'occupe très bien de la campagne des européennes. Lorsqu'il y a une manifestation, on le tient au courant. Il prévient les journalistes. Vous avez d'ailleurs fait l'objet de suivi de journalistes durant vos réunions publiques, que ce soit, je me souviens de l'Axou, de Grèce-Villers, par exemple. Et puis ensuite, il y a des articles dans les journaux de la presse quotidienne régionale. Alors je vous interromps, c'est vrai que c'est pas mirobolant, mais c'est vrai que dans ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale, et tout particulièrement dans l'Est, en effet, quand je suis allé à Grèce-Villers, il y avait eu auparavant un petit encart des dernières nouvelles d'Alsace, et puis après, il y a eu un article après. Donc il faut leur rendre cet hommage, et que pour l'Est de la France, c'est quand même... Nous sommes correctement suivi. On pourrait toujours avoir mieux, évidemment, parce qu'on n'est pas autant couvert que d'autres personnalités politiques de premier plan. Mais enfin, du moins, ça reste tout à fait décent. Alors, je me suis aussi intéressé à la presse audiovisuelle et j'ai donc démarché
une dizaine de groupes de presse audiovisuelle. Alors dites-les, c'est qui? Est-ce que vous avez démarré? RFI, Radio France Internationale, Radio France Internationale, France 24, RMC, LCI TF1, CNews, BFM TV, France Inter, France Télévisions, Sud Radio, Europe 1. D'accord. Voilà les 10 que j'ai démarchés. Et sur ces 10 médias, j'ai eu des contacts ou cherché à nouer des contacts avec 41 personnes différentes. 41 personnes différentes au cours du mois écoulé, quoi. Dans les 4 semaines qui viennent de s'écouler. Et j'ai fait 200, exactement, le chiffre tombe juste, j'ai fait 200 tentatives de contact. Alors 200 tentatives de contact en 4 semaines, donc ça fait 50 par semaine. 10 par jour. Donc 10 par jour ouvrable, donc voilà. ça fait beaucoup. Vous y avez consacré du temps. J'y ai consacré du temps, en étant le plus professionnel possible, évidemment. Et parmi ces 200 sollicitations, c'est 107 appels téléphoniques, 84 SMS, 9 mails. Alors 107 appels téléphoniques, 84 SMS, 9 courriels. Voilà. D'accord. Alors, comme je recevais peu de réponses, et c'est peu de le dire, j'ai aussi fait 2 messages à l'Arcom sur le site de l'Arcom. J'en ai fait un le 27 mars et un autre le 14 avril. J'ai reçu l'accusé de réception. Évidemment, j'ai aucune nouvelle. L'Arcom, vous dites évidemment. L'Arcom, c'est le nouveau nom depuis maintenant un peu 2 ans, je crois, du CSA, de l'ancien Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je n'avais pas eu de réponse. J'en profite pour dire que de mon côté, j'ai aussi saisi l'Arcom par une lettre que j'ai d'ailleurs diffusée, que j'ai rendue publique sur les réseaux sociaux, qui d'ailleurs a été assez largement reprise par d'autres sites internet, où je demandais une audience à M. Roch-Olivier Mestre, le président de l'Arcom, en insistant sur l'urgence qu'il y avait à me recevoir du fait que nous n'avions toujours aucune couverture médiatique. Et donc j'ai l'accusé de réception de ce courrier qui a été donc reçu le 5 avril. Au moment où nous parlons, nous sommes le 22 avril, 17 jours après, et malgré plusieurs relances téléphoniques de son secrétariat, nous n'avons pas de nouvelles, nous n'avons pas de promesse de rendez-vous. On nous a gentiment dit que M. Roch-Olivier Mestre était parti en congé, ce qui est quand même assez extraordinaire de partir en congé quand on est le président de l'Arcom chargé d'assurer la surveillance de l'équité d'accès aux médias, quand justement on est dans le vif du sujet pour une élection nationale, et puis qu'ensuite il avait des déplacements en province, et donc on a sollicité un rendez-vous le 29 avril, mais pour l'instant nous n'avons toujours aucune réponse. Alors, vous avez donc eu l'Arcom, vous avez vous aussi de votre côté saisi l'Arcom, mais vous n'avez eu aucune réponse. Aucune réponse. Je précise bien sûr que l'Arcom est un organisme, c'est l'ancien CSA, qui est payé par le contribuable, c'est-à-dire par nous, par vous, par moi, pour assurer un correct accès aux médias pour tous les courants de pensée, et même en période électorale, ce qu'ils appellent l'équité de traitement dans l'accès aux médias. Donc nous les payons, ces messieurs-dames, pour cela. Alors de ces 200 contacts ou tentatives de contact, je retiens finalement 5 attitudes. La première, les manœuvres dilatoires, c'est 40% des résultats. Les manœuvres dilatoires consistent donc à laisser courir le temps, et on me dit on s'occupera de cela dans la période d'équité, ce qui veut dire par différence qu'avant la période d'équité, il y a une invisibilisation totale, et puis durant la période d'équité, qui a commencé le 15 avril, pour aller jusqu'au 9 juin, eh bien, paraît-il, l'Arcom déciderait de tout, de votre temps de parole, si tant est qu'il y ait un temps de parole. Ça signifie donc qu'avant la période d'équité, vous n'avez pas vos chapitres, et puis après, on fait des comptes d'apothicaire pour trouver votre temps de parole. Alors, je vous interromps donc, pour que tout le monde comprenne bien. Normalement, ce qui est prévu par la loi, c'est quand même que les médias doivent représenter de façon correcte l'ensemble des opinions. On est dans une démocratie. Or, en fait, le législateur a inventé des périodes au cours des élections. Et quand on se rapproche d'une élection nationale, il y a une période dite d'équité. Et s'agissant de la présidentielle, il y a même une période, je crois que c'est pendant les 15 derniers jours, dite d'égalité entre les candidats. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'équité, personne ne sait vraiment ce que c'est. On a eu tendance à comprendre que ça avait été interprété par les médias comme proportionnalité, c'est-à-dire en fonction des résultats obtenus ou des sondages.
Mais ça n'est pas ça l'équité. Normalement, en termes précis français, l'équité consisterait à donner plus de visibilité à ceux qui n'en ont pas assez. Puisque l'équité, justement, vise à corriger une inégalité de départ pour arriver à une certaine forme d'égalité à l'arrivée. Mais enfin bref, même ce terme est flou, mais comme le dit Gérard, si on comprend bien le système, c'est que tous les médias semblent considérer qu'à part la période d'équité, où on devrait nous donner quelques miettes, selon des règles d'ailleurs qui ne sont absolument pas codifiées, mais à part ça, il serait normal et licite que de ne jamais nous donner la parole. C'est-à-dire, je me permets d'insister sur le fait que l'UPR est le parti qui propose le Frexit depuis 17 ans. Nous avons à nous seuls produit 95% de l'éducation populaire concernant ce thème. C'est pas parce qu'on a eu des plagiaires qui ensuite nous ont piqué telle ou telle idée que ça change quoi que ce soit au fait que c'est ici à l'UPR qu'on a informé le public depuis 17 ans. Tout le monde le sait. Tout le monde sait, y compris aussi dans les journaux, que l'idée du Frexit est très populaire, même si elle n'est pas forcément majoritaire, ce qui resterait d'ailleurs à démontrer, parce qu'on ne l'a jamais testé en grand, mais tous les sondages montrent qu'il y a au moins 30-40% des Français qui voudraient pouvoir au moins s'exprimer et voter en faveur du Frexit. Eh bien, on a des médias qui considèrent qu'en temps normal, il serait légitime de ne jamais nous donner la parole, de ne nous donner la parole qu'en période d'équité. Donc, ce que nous explique Gérard, c'est qu'en fait, les manœuvres dilatoires, ça consiste à dire, on va voir la période d'équité. Comme si, auparavant, ils étaient quittes et que c'était légitime de ne jamais nous inviter. Alors, on est dans la période d'équité. Alors maintenant, on est entré depuis le 15 avril. Depuis le 15 avril, depuis une semaine. Alors, on a une absence totale de visibilité sur le calendrier. On ne sait pas si vous serez invité et encore moins quand. Et j'ai tendance à dire, je relève que ceux qui se sont réclamés de cette attente de la période d'équité n'ont pour l'instant donné aucune suite. Ça, c'est un fait. Donc 40% de manœuvres dilatoires. Ensuite, on a une trentaine de pourcents d'évitement. Alors l'évitement, ça consiste à me dire, donnez-nous le programme de M. Asselineau, que va-t-il faire dans les prochaines semaines, ou bien envoyez-moi un mail, les thèmes qui pourraient être abordés dans un entretien avec M. Asselineau, ce que je fais évidemment, et ensuite il ne se passe plus rien. Notons qu'au passage, on exige de nous de faire les pieds au mur, ce qui n'est absolument exigé de personne d'autre. J'attends encore, moi, qu'on nous présente le programme de telle ou telle de ces personnes qui sont là en permanence, qui occupent le terrain. Je crois savoir que M. Glucksmann va faire un discours prochainement pour nous expliquer quel est son programme pour l'Europe. Enfin, ça fait des semaines et même plusieurs mois maintenant qu'il est invité absolument partout sans qu'on lui ait jamais demandé ni son programme politique, ni son programme de déplacement. On lui donne du temps de parole, du temps d'antenne, et nous, rien. Et pour justifier que nous n'ayons rien, eh bien, il faut toujours trouver n'importe quel prétexte qui nous explique, vous comprenez, voilà, vous ne nous avez pas envoyé sur le papier avec le bon formulaire, il faudrait que vous reveniez en troisième semaine, etc. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Alors, autre manœuvre d'évitement, c'est, voyez, avec le programmateur ou la programmatrice, dont on me donne ou pas d'ailleurs le contact. Lorsque j'ai le contact, je contacte le programmateur ou la programmatrice. Et quand la personne a compris qu'elle avait affaire à l'UPR, alors elle devient aux abonnés absents. C'est ça, parce que dans un média audiovisuel, il y a le journaliste, celui qu'on voit à l'antenne, et qui va être, je sais pas, Bourdin, Apolline de Malherbe, etc., qui sont ceux qu'on va voir à l'antenne ou à la télévision. Et puis, il y a tous ceux qui sont autour de ce journaliste et qui préparent l'émission, voilà, qui programment les émissions par avance. C'est d'ailleurs, au passage, quelque chose qu'il faut noter, c'est que, normalement, avec des hautes personnalités ou des responsables politiques qui sont bien vus, qui sont bien en cours, on les prévient en général une semaine à l'avance. Est-ce que vous seriez d'accord pour être ci, pour être tout ça? De telle sorte que les gens aient le temps de se retourner. Nous, la rare fois, on va en parler, j'ai été prévenu à 21h pour le lendemain 9h. Enfin, c'est à peu près ça. Toujours dans les manœuvres d'évitement, on me raconte parfois des histoires. Donc, j'ai eu un contact avec une journaliste renommée par SMS. C'était qui? Alors, c'est Laurence Ferrari, pour ne pas la nommer. Et elle me répond qu'elle n'invite pas de politique dans son émission. Ah oui. Donc je regarde quand même, je fais l'historique du mois et demi qui s'est écoulé. Effectivement, elle n'invite pas de politique, elle invite des journalistes politiques, des éditorialistes politiques.
J'ai relevé Julien Drey aussi, j'ai relevé Manuel Valls, Jean-Pierre Raffarin, Prisca Thévenot. Bon, ce ne sont pas des politiques, évidemment. Alors je lui fais observer. Et ensuite, elle n'invite que des politiques, en fait. Pas tout à fait, mais... Elle invite beaucoup. Beaucoup. Ouais. Et ensuite, elle me dit, contactez donc plutôt Sonia Mabrouk. C'est plutôt elle qui fait les interviews. Bon. Je creuse quand même un petit peu et j'observe que Mme Ferrari et Mme Mabrouk ont animé ensemble un débat entre Mme Hayet et Mme Maréchal il n'y a pas plus tard que 15 jours. Donc on m'a raconté des histoires. Alors pour Mme Mabrouk, on y reviendra parce que j'ai pas eu de contact du tout avec Mme Mabrouk. Ah, c'est encore mieux. Alors dans les manœuvres d'évitement, il y a le blacklistage. Là, c'est plus simple. Quand j'appelle, ça va directement sur la messagerie et mes SMS ne passent plus. Voilà, donc là, je suis sur liste noire et pendant ce temps-là, le temps court. Donc ça, c'est à peu près 30%, 40%, 30%. Ensuite vient l'indifférence totale. Alors l'indifférence totale, ça se manifeste par aucun décroché. J'appelle, ça ne décroche pas. Je vais ensuite sur la messagerie. Je laisse un message, je n'ai pas de rappel, j'envoie un SMS, je n'ai pas de retour. Alors, bon, ils se reconnaîtront. Benjamin D, je l'ai appelé 10 fois. Benjamin Duhamel. Voilà. Sonia M, je l'ai appelé 9 fois. Sonia Mabrouk. Et Monsieur Lucas Brio, je l'ai appelé ou contacté 7 fois. Aucun retour de personne. Alors, pourtant, j'essaye de varier les plaisirs. Par exemple, quand j'ai appelé M. Duhamel, une fois, je lui ai dit « Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est la raison pour laquelle je vous appelle. » Bon, ça ne l'a pas fait sourire, il ne m'a pas rappelé. Parfois, comme je connais un peu les manipulations à faire pour mettre un message en urgent, il m'arrive de mettre le message vocal en urgent, pour qu'il soit au-dessus de la pile. Bon, ça n'éveille pas plus l'attention. Donc l'indifférence, c'est à peu près 20%. Donc 40, plus 30, plus 20, on est rendu à 90. Ensuite, vient l'agacement. Alors l'agacement, ça consiste à dire on aurait bien invité M. Asselineau, mais vous êtes tellement insistant que finalement, votre insistance va à l'encontre du but recherché. Alors je me dis évidemment, si j'avais rien fait, vous auriez sans doute été invité. Voilà, c'est ça. Alors ça me rappelle, ça a toujours été comme ça en fait. C'est que je me rappelle lorsque j'avais été invité, il y a 10 ans d'ailleurs, c'était en 2014, par Laurent Ruquier sur On n'est pas couché. Il m'avait invité et puis on m'avait dit dans les coulisses, vous savez, on vous invite parce que vos militants nous ont couverts de demandes, nous ont harcelés constamment, donc on vous invite, mais vraiment c'est la pire des choses que vous pouviez faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon. Alors, ils nous avaient quand même invités. Et puis, quelques temps après, j'avais été invité, ça devait être en 2016, je crois, par Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Et c'est pareil, il m'avait, pendant la page de publicité, il m'avait dit, vous savez, vos militants, il y en a assez, ils passent leur temps à m'appeler, etc. C'est vraiment la pire des choses que vous pouvez faire. Donc là, je vous reçois parce qu'ils sont là à m'emmerder, mais arrêtez ça. Dans les deux cas, d'ailleurs, j'avais eu la naïveté de dire... Moi, d'abord, j'y étais pour rien. C'était la colère, déjà, l'exaspération de nos militants, de voir qu'on passait jamais. Et dans les deux cas, j'avais essayé de faire passer des messages ici. J'avais dit à nos troupes, j'avais dit arrêtez, ne les agacez pas. Normalement, ils devraient le faire naturellement. À partir du moment où ils ont arrêté d'écrire, nous n'avons plus jamais été invités. Voilà. Donc là, ce qui explique Gérard Garnier, c'est que, en fait, c'est faux. C'est faux. Si on ne fait rien, nous ne sommes jamais invités. Et si on se manifeste, on finit par avoir finalement deux guerres-là. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, le dernier cas, je crois. Deux guerres-là, ils finissent par nous inviter. Mais alors, il y a effectivement des petits vicieux qui disent non, on vous aurait bien invité, mais alors, vraiment, vous êtes tellement présents que ça n'est pas possible. Comme si l'UPR était le mouvement politique qui faisait le plus de pression sur les médias. C'est vraiment se moquer du monde que de dire ça. Alors donc, il reste le... Alors là, on est rendu avec l'agacement à 10%, on est rendu à 100%, donc il reste une partie infinitésimale. Et là, il faut reconnaître que M. Pro vous a invité sur CNews. Alors, il faut reconnaître aussi que nous n'avons été prévenus que la veille au soir pour le lendemain matin. C'est ce que je disais tout à l'heure, oui. Et on ne peut pas dire que le plateau vous était vraiment acquis. Mais bon. Oui, alors ça, c'est encore autre chose.
c'est que lorsque j'ai été reçu par les médias de façon absolument systématique, je suis toujours seul de mon avis sur le plateau. Et tous les journalistes sont là, je passe comme si c'était un tribunal d'assises, et comme si j'étais, je sais pas, Michel Fourniret, Émile Louis, enfin, une espèce de tueur en série qui avait commis les pires crimes de l'humanité et qui passait devant un jury implacable. C'est assez extraordinaire parce que si on y réfléchit bien, il y a quand même eu 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne. Et d'après les sondages, il y a au moins 30 à 40% des Français qui seraient favorables au Frexit. Donc normalement, ça devrait se retrouver dans l'éventail des opinions des journalistes. Il devrait y avoir des journalistes qui seraient, certes, certains seraient agressifs dans leurs questions, mais d'autres me poseraient des questions de complaisance. Mais pas du tout. Moi, j'ai toujours 100% des journalistes contre moi. On l'avait vu pendant la présidentielle. On l'a vu récemment, effectivement, sur CNews. On l'avait vu aussi quelques semaines auparavant, lorsque j'ai été invité par Jean Quatremer pour Libération au Parlement européen. Là aussi, les 3 journalistes m'étaient hostiles. C'est quand même extraordinaire. Hein, alors que lorsque monsieur Macron passe à la télévision, il a des journalistes qui sont quand même, en général, très déférents. Voilà. Donc, moi, allez-y. Je tire 4 conclusions de cela. La première conclusion, c'est que vous faites l'objet d'une vraie invisibilisation. Et si démonstration devait être faite, elle est faite. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est qu'il s'agit pour moi d'un mouvement qui est concerté, pour ne pas dire coordonné. Parce que si ce n'était pas le cas, il y aurait des failles, il y aurait des interstices par lesquels se glisser. Or là, rien. C'est une sorte de mur capitonné, on peut taper dedans, il ne se passe rien. La troisième conclusion, c'est que tous s'appuient ou se retranchent derrière l'Arcom. On ne sait pas comment l'Arcom fait des calculs, si elle en fait, mais tous se retranchent derrière l'Arcom en disant « mais c'est l'Arcom qui décide des temps de parole ». J'y crois pas beaucoup. Ce qui est faux. En tout cas, tous s'appuient sur l'Arcom, mais tous s'assoient sur le pluralisme et sans aucun problème. La quatrième conclusion que je tire, c'est que personne ne m'a expliqué pourquoi. Une seule personne m'a dit « j'ai reçu des consignes de ma direction ». D'autres m'ont dit « mais M. Asselineau, il parle presque trop des décrets, des lois, etc. » Les traités peut-être. Des traités. Et je dis « mais dans ce cas-là, est-ce que c'est mieux d'inviter des gens qui ne les connaissent pas, ces traités et ce qui nous gouverne ?» Bref, il n'y a pas de raison valable, explicitée, sur cette invisibilisation. Donc j'en suis là, et encore une fois, si la démonstration devait être faite, elle l'est. Alors merci pour... D'abord, je voudrais vraiment vous remercier parce que vous êtes dans une fonction que déjà d'autres personnes, je le disais en préambule, ont occupée avant vous et qui est extrêmement usante et lassante. Parce que de téléphoner, il y a toujours un petit stress de prendre contact, de téléphoner, d'être un solliciteur, ça nécessite déjà un peu d'énergie vitale. Mais quand on le fait 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois, 150 fois, et qu'à chaque fois on se ramasse en fait rien, on se ramasse tout ce qui vient d'être décrit, c'est quelque chose de terriblement usant. C'est presque un supplice en fait. Donc je vous remercie de vous y plier. Ce que vous avez dit est extrêmement important et je reviens pour ce qui me concerne de l'île de la Réunion. Certains ont pu suivre mes pérégrinations sur place et ce qui s'est passé à l'île de la Réunion vient conforter ce que vous avez dit, c'est qu'il ne s'agit pas d'un hasard, il s'agit d'un véritable plan concerté au niveau national métropolitain, mais pas outre-mer. Il s'agit d'un plan concerté pour invisibiliser l'UPR et l'UPR seulement. Notamment, lorsque je suis allé chez M. Pro, il m'a expliqué à l'antenne que l'Arcom limitait le passage de l'UPR à 15 minutes tous les trimestres. C'est absolument faux. C'est extrêmement compliqué de vous inviter, M. Asselineau, parce que vous avez le droit à un temps de parole limité. C'est l'Arcom qui décide, c'est pas moi. Donc j'explique ça souvent à vos supporters qui me demandent pourquoi vous n'invitez pas M. Asselineau. C'est pareil, Florian Philippot, il vient une fois par trimestre, il a le droit à 10 minutes en temps de parole. Donc vous aurez le droit à 10 minutes. Donc on fera un petit quart d'heure quand même. D'accord, mais je reviendrai tous les trimestres alors, parce que ça fait 2 ans que j'ai pas été invité.
Et je lui ai d'ailleurs répondu que c'était quand même curieux, puisque ça faisait 2 ans et demi qu'il ne m'avait pas invité. Et par ailleurs, il a dit d'ailleurs, Philippot est traité comme vous, ce qui est absolument faux. Monsieur Philippot, au cours des 2 ans qui se sont écoulés, on a refait le calcul, a été invité 16 fois par monsieur Pascal Praud sur CNews, quand moi j'avais été invité 0 fois. Voilà. Ça veut donc bien dire que monsieur Philippot a des entrées, là comme ailleurs d'ailleurs, on aura l'occasion certainement d'y revenir, qui font qu'il est promu dans les sondages, dans les médias, nettement plus, je ne dis pas qu'il s'est mirobolant, mais plus que nous. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous est spécialement dédié à nous, et en particulier à moi. Et la preuve que j'apporte, c'est effectivement la façon dont j'ai été traité à l'île de la Réunion par les médias. Alors sans entrer dans les détails, je vais quand même dresser la liste ici, le bilan de ces 3 jours passés pendant... J'ai pris le samedi ensuite avec les militants, donc je n'ai pas... En fait, j'ai eu 3 journées actives sur place. La 4e journée, c'était avec les militants de l'île de la Réunion, les militants UPR. D'ailleurs, on a une équipe formidable. Et donc, au cours de ces 3 jours, eh bien, j'ai été invité, j'ai bénéficié de 16 couvertures médiatiques qui ont été réalisées par 11 médias différents. C'est tous les médias de l'île, en fait. Je suis allé sur 3 télévisions. Réunion la première, qui est l'équivalent de TF1. Antenne Réunion, qui est la grande chaîne de télévision privée concurrente de Réunion la première. Et TV Créole, qui est une télévision privée qui se développe très bien et qui est plus tournée vers la communauté créole. J'ai été invité sur 2 radios. Radio Freedom pendant 1 heure en direct, qui est la radio qui avait fait beaucoup parler d'elle, et avec notamment, c'était la période de Margie Sudre, pour ceux qui se rappellent de cette affaire, les premières radios libres à La Réunion. Et j'ai également, j'ai pas été invité stricto sensu, mais certains de mes entretiens ont été repris par RTL Réunion. Sur la presse écrite, j'ai bénéficié de 2 médias, Le Quotidien de La Réunion et le GIR, le Journal de La Réunion, c'est les 2 plus grands journaux de l'île. J'ai eu droit également à 3 médias d'information en ligne, Zinfo 974, Clic à nous et l'info.re. J'ai eu enfin une agence de presse de métropole, l'agence SIPA, spécialisée dans la photographie, et qui m'a photographié notamment lorsque j'étais sur le marché de Saint-Paul, ce qui fait donc 11 médias différents, dont tous les plus grands, en fait tout ce qui compte à La Réunion, m'a interrogé, m'a interviewé. Voilà. Alors, ça prouve bien qu'il y a un petit problème en métropole. Voilà. C'est-à-dire que si à l'île de la Réunion, on a jugé qu'il était tout à fait normal de me donner la parole, c'est qu'il y a un petit problème en métropole. J'ajoute d'ailleurs au passage, j'ai eu l'occasion de le dire par un message Twitter, on l'a filmé, d'ailleurs ça sera produit, ça sera monté. J'ai eu l'occasion à Saint-Denis de la Réunion un soir d'organiser une salle qui était pleine, comme d'habitude, où il y avait quand même plus de 190 personnes, 194 personnes, je crois. Au même moment, à quelques kilomètres de là, nous, c'était la salle Candin pour des Réunionnais qui connaissent. C'est la sortie de Saint-Denis en allant vers Sainte-Clotilde. À quelques kilomètres de là, il y avait madame Marine Le Pen qui était présente le même jour à l'hôtel Créolia et qui, elle, faisait 80-90 personnes. J'ai publié sur le compte Twitter les photos qu'on va d'ailleurs vous publier ici. Voilà. Or, les médias réunionnais, les journalistes réunionnais qui font leur métier, se sont rendus compte à cette occasion, mais enfin ils le savent aussi parce que les idées de l'UPR, grâce à Internet, grâce à notre chaîne UPR TV, eh bien sont beaucoup diffusées, y compris à La Réunion. J'ai eu la surprise de voir qu'il y avait quand même pas mal de gens qui me connaissaient sur place. Les journalistes ont pu constater de leurs yeux vus, comme on dit, eh bien que j'avais fait 2 fois plus, j'avais rassemblé 2 fois plus de monde que madame Marine Le Pen. D'autant plus que madame Le Pen ensuite n'est restée qu'une soirée, elle est partie le lendemain pour Mayotte. Alors que moi, la veille, j'avais fait aussi une réunion à Saint-Pierre, où j'avais eu, à peine moins, il y avait eu 160 et quelques personnes. Donc au total, sur les deux jours, j'ai fait quand même 350 personnes, quand madame Le Pen n'a réuni que 90 personnes. Voilà. Donc les journalistes réunionnais sont des journalistes, ils font leur métier. Et donc ils ont considéré qu'il était important de donner la parole à quelqu'un dont le message suscite un tel intérêt, un tel engouement. Voilà. Donc c'est là où je me retourne vers vous, Gérard. Encore une fois, 1000 fois merci, mais
on peut constater effectivement que ce n'est pas un hasard ce qui se passe. Non, ça ne peut pas être le fruit du hasard, c'est impossible. Et il y a une vraie invisibilisation, et encore une fois, quand on compare avec d'autres responsables politiques, qui qu'ils soient, eh bien, la différence est plus que remarquable. Elle est infinie, puisque j'ai 0. Exactement. Je parle au prof de maths, là, en l'espèce. Bon, donc, alors qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? C'est la conclusion maintenant à laquelle nous sommes parvenus. Alors, moi, je vais dire plusieurs choses. D'abord, c'est extrêmement scandaleux. Voilà, la France n'est plus une république, en tout cas n'est plus une démocratie, ça c'est certain. C'est que il y a des paravents de démocratie, mais il y a des idées qui n'ont absolument pas le droit d'être mises en avant. Voilà. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous faisons l'objet d'une véritable persécution. Nous tout particulièrement. Et pourquoi? J'ai la faiblesse de penser que, comme me l'avait dit un journaliste célèbre il y a déjà 10 ans, il m'avait dit « Est-ce que vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité ?» J'avais dit non. Il m'avait répondu « Parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. » Voilà. Le problème, c'est que je connais mes dossiers. Nous avons des analyses qui sont implacables, impeccables, parfaitement cohérentes, parfaitement justes, etc., et qu'on n'arrive pas à démonter. Le pire étant que lorsque les gens veulent bien se donner la peine de revenir sur les années écoulées, ils peuvent constater que depuis 17 ans, toutes les analyses qu'on a produites se sont révélées exactes. Je parle en particulier d'une vidéo que j'avais faite en 2013, il y a donc 11 ans, où j'expliquais que l'Europe était en train de nous emmener vers la guerre. C'est exactement ce que l'on constate aujourd'hui avec l'affaire ukrainienne. Donc, et sur tous les sujets, en fait, les journalistes qui sont très rares à connaître leur dossier, ça c'est en plus, il faut reconnaître ils sont submergés par beaucoup de tâches à faire. Ils ont par ailleurs un esprit extrêmement moutonnier et servile pour la plupart d'entre eux. Ça me fait toujours rire de voir ces journalistes qui prennent la pose du grand courageux, mais lorsqu'il s'agit d'inviter Asselineau, il n'y a plus personne, tout le monde aux abris. Parce que au-dessus, à la rédaction en chef ou la direction de leurs médias, leur intime l'ordre de ne pas le faire, parce que nous savons que c'est comme ça que ça se passe. Nous le savons, nous avons des journalistes qui sont tristes de ce qui se passe et qui nous le disent. Alors, face à ça, eh bien, la première chose à se dire, c'est qu'en fait, c'est quand même un hommage du vice à la vertu, comme on dit, et surtout un formidable témoignage de faiblesse. Parce que si ils étaient aussi à l'aise, ils m'inviteraient. Si je disais des sottises à la chaîne comme Madame Valérie Hayer ou comme Madame Sandrine Rousseau, ou si j'étais incapable de répondre à quoi que ce soit en dehors de mes fiches préparées par une agence de com style Bardella, là ils m'inviteraient. Bon. Le problème, c'est que, effectivement, c'est pas comme ça que ça se passe, ils ne savent pas quoi me répondre. Voilà. On l'a vu d'ailleurs, quand je débattu avec Jean Quatremer, qui pourtant est un spécialiste, l'autre fois, je lui ai quand même, et pareil d'ailleurs avec Pascal Praud, je les ai quand même un petit peu laissés quoi? Ils m'ont attaqué, ils ont dit que ce que je disais était faux, on a fait un débunkage le soir même, je vous renvoie à tout ça. Alors ça, c'est la façon positive de voir ça. Mais il y a une façon évidemment négative, c'est que il n'en demeure pas moins que les gens qui ne nous connaissent pas et qui ne vont pas sur Internet, malheureusement, ils ne nous connaissent pas justement puisqu'ils ne me voient pas. Il est là le problème de fond. D'autant plus, et je vais faire une vidéo en parallèle pour vous parler des sondages, parce que le scandale des sondages est à peu près aussi important que l'invisibilisation, puisque nous sommes invisibilisés non seulement à la télé et à la radio nationale, mais nous sommes invisibilisés aussi dans les sondages. Donc il y a vraiment une manœuvre qui est parfaitement concertée. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire? Il y a des gens, je le disais en préambule, qui considèrent que il faudrait améliorer ci, améliorer ça, et ci, et ça. Je ne dis pas que tout ce que je fais, tout ce que nous faisons est impeccable. Il y a peut-être ici ou là des petites choses à améliorer, peut-être, je sais pas, il y a des gens qui disent qu'il faut faire plus court. Il faut faire des vidéos plus courtes, mais ce qu'on a vu comme expérience, c'est que les vidéos plus courtes ne font pas plus de vues, et parfois c'est même l'inverse. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait parler plus de ci, plus de ça. J'en sais rien. En fait, des gens qui nous disent ça sont des gens qui n'osent pas regarder la réalité en face. La réalité en face, c'est que nous avons affaire à un blacklisting décidé et concerté contre nous. Alors face à ça, que faire? Moi, je lance ici plusieurs pistes. La première, c'est que toutes celles et tous ceux qui me regardent en ce moment
prenez votre téléphone, écrivez, envoyez des courriels à tous les médias. Vous avez le choix. Gérard Garnier a donné au début de cette vidéo la liste de tous les contacts qu'il a eus. Écrivez-leur. Soyez polis, hein, bien sûr. Soyez aimables. Mais dites-leur comment se fait-il que vous n'invitez pas M. Asselineau. Voilà. Et quand s'ils en reçoivent 1 ou 2 par jour, ils les mettront au panier. S'ils en reçoivent 10 à 20 par jour, ils les mettront au panier. S'ils en reçoivent 100 à 200 par jour, ils les mettront au panier. Mais s'ils en reçoivent 1000 à 2000 par jour, ils les mettront au panier. Mais là, ils commenceront vraiment à sentir qu'il y a quand même un petit problème. Il y a quand même un petit problème, parce que ce que nous avons maintenant, nous, c'est la puissance du nombre. Voilà, c'est ça la grande différence par rapport à 2019, c'est que maintenant, il y a quasiment 450 000 abonnés sur YouTube, sur UPR TV, sur YouTube. Donc manifestez-vous, écrivez aux radios, aux télévisions, écrivez à l'ARCOM en leur disant ben voilà, ce qui ne va pas. Voilà, vous protestez en tant que citoyen français. Il y a une deuxième possibilité, alors ça c'est de mon côté, c'est que nous allons relancer l'ARCOM, le président du CSA. Il y a une troisième voie que je vais faire et que je lance dès ce soir d'ailleurs, c'est que je veux ici m'adresser aux fameuses 8 têtes de liste qui sont constamment invitées pour ces élections européennes. Il y a eu des débats sur Public Sénat, sur LCP, il va y en avoir un sur CNews, je crois, le 30 avril. Des débats où j'avais été invité en 2019, où je ne suis plus invité d'ailleurs. Eh bien, il y a 8 têtes de liste qui sont constamment invitées, en allant de la droite à la gauche. Donc il y a M. Bardella. Ensuite, il y a Mme Marion Maréchal. Il y a M. Bellamy, Marion Maréchal pour Zemmour, Bellamy pour les Républicains, Mme Valérie Hayer pour Renaissance, M. Glucksmann pour Place Publique, Parti Socialiste. Il y a Mme Marie Toussaint pour EELV. Il y a M. Léo Desfontaines pour le Parti communiste français et Mme Manon Aubry pour LFI, pour la France insoumise. Donc ces 8 personnes qui présentent d'ailleurs la particularité, toutes les 8, d'être pour rester dans l'Union européenne et dans l'euro, et qui toutes les 8 d'ailleurs approuvent l'Ukraine, même si Mme Manon Aubry prend des précautions en appelant plus à la paix que les autres, mais ils ont tous soutenu le narratif de la Russie agressant l'Ukraine. Donc ces 8 personnes, aucune d'entre elles ne propose la sortie de l'Union européenne et de l'euro, alors même que j'ai expliqué que ça représente au moins 30% de l'électorat. Alors c'est à ces 8 personnes que je m'adresse ici devant vous. Donc je m'adresse directement à vous. Je vais d'ailleurs vous écrire à chacune de ces 8 personnes un courrier pour vous demander d'intervenir auprès des médias pour faire respecter la loi et la pluralité des opinions. Et donc je vais vous demander à chacun des 8 de demander, par exemple, que je sois invité avec vous le 30 mai au débat sur CNews. Voilà. Donc M. Bardella, Mme Marion Maréchal, M. Bellamy, Mme Hayer, M. Glucksmann, M. Desfontaines, Mme Toussaint, Mme Manon Aubry, j'en ai peut-être oublié quelqu'un au passage. Je vais donc vous écrire et puis nous allons tous juger. Nous avons des centaines de milliers de Français qui vont regarder ce que vous dites. Et si vous ne me répondez pas, si vous faites ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'indifférence, le truc élusif, etc., en fait, si vous ne répondez pas, c'est que vous répondrez. Vous répondrez qu'en fait, vous faites partie du système. C'est-à-dire que vous êtes d'accord, en fait, avec le fait que les idées que je défends, les centaines de milliers de personnes qui nous suivent, vous êtes d'accord qu'il est normal que je ne sois jamais nulle part invité. Voilà. Donc maintenant, ça, je vous le demande à 8 autres têtes de liste. On va voir si vous êtes des démocrates ou bien si vous participez du système, par exemple en ne répondant pas et comme si la demande que je faisais n'existait pas. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ajouté, Gérard ? Eh bien, que vous avez des réunions publiques, c'est encore l'occasion de vous suivre et de couvrir ces réunions publiques. Vous avez 4 réunions publiques qui sont prévues cette semaine dans le sud de la France. Vous avez ensuite, le 14 mai, une réunion publique à Lyon, à la Bourse du Travail. Et puis, le 31 mai,
c'est-à-dire le lendemain normalement du débat sur CNews, il y aura une réunion publique à Paris. Et j'espère qu'on aura une couverture digne de ce nom. Merci beaucoup. Entre les deux, il y aura d'ailleurs d'autres réunions au mois de mai. Vous avez raison, parce qu'en fait, la seule façon qu'on a de répondre à tout ça, c'est de ne tenir compte ni de notre invisibilisation médiatique, ni des sondages qui nous donnent... J'ai vu des sondages maintenant qui nous donnent à 0. J'attends le moment où on va avoir des sondages qui nous donnent à -2. Je pense que ça va bientôt arriver. C'est-à-dire que c'est même drôle. J'en parlerai dans la vidéo sur les sondages. On fait des salles pleines et on a 0. Voilà. Bon. Donc tout ça, ça prouve que le système est aux abois. On doit puiser tous collectivement dans ces mésaventures qui nous arrivent la force d'âme et le courage nécessaire pour voter massivement pour notre liste le 9 juin prochain, liste sur laquelle d'ailleurs vous serez, Gérard, vous m'avez donné votre accord, et vous serez en position élevée dans cette liste. Il est normal qu'on se mobilise tous pour faire gagner nos idées. Merci beaucoup. Vive la République, à bas l'Union européenne et surtout vive la France.